Bonjour à tous, l'heure est au bilan du côté de la majorité. Quand on parle de majorité, on oublie parfois le MoDem, l'allié de la présidentielle qui avait obtenu des engagements du candidat Macron sur la moralisation de la vie publique notamment, même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Quel rôle joue aujourd'hui le MoDem et quelle place pour les mois à venir à l'heure où semble s'ouvrir un nouveau chapitre du quinquennat? On en parle avec Patrick Mignola, porte-parole du MoDem et député de Savoie. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Patrick Mignola. Bonjour Loïc Besson. Ça fait un an que les rapports politiques ont été bouleversés à l'Assemblée nationale. Quelle note sur 20 vous mettriez au gouvernement? Alors, vous demandez à un député de noter le gouvernement, c'est formidable en termes de séparation des pouvoirs. Moi je mets un bon 15. Le contrôle du législatif. Parce qu'on est allé vite, on a réalisé des réformes que personne ne pensait que nous réaliserions. On a voté tout récemment la réforme de la SNCF, on avait commencé par le Code du travail, finalement la remise en route du pays. Là où on avait le sentiment que depuis 10 ans il ne se passait plus grand-chose, parce qu'on parlait beaucoup mais on agissait peu, a été opéré. Et c'est bien, c'est salué par les Français parce qu'enfin on s'est remis de l'immobilisme dans lequel on était enferré. Mais le point fort selon vous, c'est la rapidité du législatif? Oui, je pense que... Certains le voient comme au contraire un défaut, parfois des débats qui peuvent être tronqués. Mais moi, je comprends bien cette réflexion de la part d'un certain nombre d'anciens parlementaires, parce qu'on a changé les habitudes. Moi, je pense qu'il fallait aller vite. Ça ne vient pas uniquement des parlementaires, il y en a aussi des électeurs, simplement des citoyens qui disent qu'ils ne comprennent pas tout, qu'ils ont l'impression que ça va vraiment trop vite, qu'il n'y a pas toujours la pédagogie qui va avec. Eh ben moi, je rencontre plus souvent des électeurs qui sont impatients que des électeurs qui trouvent que ça irait trop vite. Ceux qui trouvent que ça irait trop vite, de toute façon, ce n'est pas ceux qui nous avaient soutenus au premier tour. Jusqu'à preuve du contraire, on doit agir à la fois pour ceux qui nous ont fait confiance et puis on doit agir pour le pays. Et pour le pays, il fallait aller vite. On entend souvent de la part des députés de l'opposition qu'ils ne sont pas entendus par la majorité, mal considérés par le gouvernement, que leur voix n'est pas respectée. Vous faites partie de la majorité, je disais, mais avec une certaine indépendance, puisque vous n'êtes pas La République En Marche, vous êtes au MoDem. Est-ce que même vous, au MoDem, vous qui avez un groupe beaucoup plus inférieur par rapport à la majorité, vous vous sentez assez entendu dans l'hémicycle et par le gouvernement? Alors, je pense que parce qu'on a voulu aller vite, le gouvernement, parfois, veut procéder un peu trop vite par rapport au Parlement, c'est vrai. Certains ministres jouent le jeu d'un vrai dialogue parlementaire, d'autres ne le font pas forcément. Mais pourquoi? Parce qu'il faut dire les choses. À l'Assemblée nationale, il y a une majorité qui est claire. Au Sénat, il y a une opposition qui est tout aussi claire. Et donc, il faut qu'on puisse sortir des textes rapidement de l'Assemblée pour ensuite pouvoir aller les négocier au Sénat. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on est trop nombreux à l'Assemblée nationale. Et c'est tout l'objet de la révision constitutionnelle à venir. Il faut qu'on soit moins nombreux comme députés pour qu'on puisse les uns et les autres avoir un vrai travail d'amendement sur la fabrication de la loi, sur le contrôle du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, légiférer à 577 dans un monde qui va vite, et donc dans un pays qui doit réagir vite dans le monde qui va vite, ça nous met en position parfois un peu empêtrée. Il y a parfois du snobisme de la part de La République En Marche, dû notamment à ce grand groupe, à leur nombre important. Il y a forcément ce risque-là. Il y a un risque toujours de dérive parce que voilà, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc quand on a une immense majorité parlementaire, de temps en temps, ce n'est pas du snobisme, ça peut être de l'arrogance. Et ça vaut pour LREM, ça vaut pour le MoDem, comme ça valait auparavant pour le PS ou pour le RPR. Donc il faut qu'on soit très attentif à rester dans l'écoute et à rester en prise avec le terrain. S'il y a eu ce grand séisme politique, c'est précisément parce que les uns et les autres, on était issus pour la plupart de la société civile, ou on était issus de mandats locaux et qu'on n'était plus représentatif du terrain. Donc il faut qu'on garde cette représentativité. Et tout l'enjeu de la majorité, c'est de pouvoir continuer à envoyer les réformes dans le tube, c'est surtout de pouvoir créer des vraies conséquences concrètes des mesures qu'on prend sur le terrain. Et puis c'est de garder l'œil et l'oreille de celles et ceux pour lesquels on bosse. Alors justement, est-ce que le président de la République est à la hauteur de toutes ses promesses de campagne? Il y avait la grande promesse qui était de dépasser le clivage droite-gauche. Voilà. Là, je pense que la majorité parlementaire, dans les débats qui la traversent aujourd'hui, n'est pas forcément à la hauteur de ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on transforme une discussion droite-gauche qui était complètement stérile avant en une discussion centre-droit, centre-gauche. Parce que je vois bien que derrière votre question, il y a est-ce qu'il y a bien les deux jambes, la jambe droite, la jambe gauche, le libéré, le protégé? Voilà. Les choses sont assez simples.
il faut qu'on définisse un nouveau projet de société pour la France. Nouveau projet de société, c'est celui de la multiplicité des chances. Parce que le monde bouge très vite, parce que nous vivons plus longtemps, et donc il faut qu'on soit capable de donner à toutes les Françaises et tous les Français une première chance, voire une deuxième première chance quand on n'est pas né au bon endroit. Et puis qu'on donne une deuxième, une troisième chance dans sa vie professionnelle, dans son parcours résidentiel, dans l'éducation de ses enfants. De ce point de vue-là, la promesse d'Emmanuel Macron est tenue parce que, d'un point de vue professionnel, on a pu libérer l'économie et on donne aujourd'hui la chance à nos concitoyens de mieux se former, de mieux rebondir au cours de la vie. Là où on devra travailler encore, c'est pour que ça ait des effets concrets sur le terrain dans nos quotidiens. On va en parler. En fait, je vous posais surtout la question sur la promesse de moralisation de la vie publique qui était chère au MoDem. On se souvient du pacte entre Emmanuel Macron et François Bayrou pendant la présidentielle, qui reposait notamment sur cette promesse-là d'une moralisation. On le voit, elle n'a pas vraiment pu être menée à son terme, cette moralisation. À la fois, il faut la moralisation de la vie publique. Il faut un changement profond de la vie publique pour que cette moralisation s'inscrive dans la durée. Mais pourquoi c'est toujours pas le cas? C'est censé être la priorité, la première loi. Parce que, comme vous l'avez vu, François Bayrou, qui portait cette loi, a dû quitter le gouvernement. Et aujourd'hui, on a, dans le cadre de la révision constitutionnelle, la possibilité de l'inscrire dans le concret. Parce que la promesse principale qu'on doit tenir avec les Français, c'est qu'on ne reviendra pas en arrière. On était bloqué par l'essuie-glace droite-gauche. Il faut donc à travers une dose de proportionnel dans les élections législatives, à travers la réduction aussi, le compte n'y est pas vraiment. du nombre de députés. Ben non, il va falloir qu'on continue à discuter. François Bayrou n'était pas vraiment content de ce qui était proposé par l'exécutif. C'est évident que de toute façon, 15% de proportionnel, ce n'est pas suffisant pour préserver la France d'un retour à un débat droite-gauche sans intérêt. Donc il faut de la proportionnelle, il faut la réduction du nombre de parlementaires, et puis je crois qu'il faut la banque de la démocratie, qui était un des sujets principaux qui avait été oublié, écarté pendant la loi de moralisation. Oui, quand Christophe Castaner, là, il y a quelques jours, patron de La République En Marche, également secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, annonce que ce projet, auquel était pourtant très attaché François Bayrou, finalement devrait être abandonné. Eh bien, on est en désaccord. Ce que ça peut arriver, c'est que... Et un désaccord, vous dites on est en désaccord et ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin? Non, parce qu'aujourd'hui, on va représenter le projet de Banque de la démocratie dans le cadre de la révision constitutionnelle. S'il le faut, on le représentera aussi dans le cadre de la loi PAC qui est préparée par Bruno Le Maire. Et puis si ça ne marche toujours pas, on en fera une proposition de loi du mouvement démocrate au mois de novembre prochain. Pourquoi c'est si important? C'est important de dire ce que c'est que la Banque de la démocratie. C'est que ce soit une banque publique qui demain finance des campagnes électorales et des partis politiques. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'aller voir des banques privées qui peuvent avoir droit de vie ou de mort sur des sensibilités électorales. Moi, je combats le Front National, mais je trouve anormal que des banques privées puissent décider de couper les vivres au Front National. C'est la même chose pour les Verts, c'est la même chose. Ça a été la même chose pour le mouvement démocrate il y a quelques années. Mais comment vous expliquez que ça ne soit pas une volonté du gouvernement d'aller là-dessus? Je ne sais pas, il faudrait que vous posiez la question au gouvernement. Ce qui m'est dit à moi, c'est que vous demandez bien des comptes. C'est compliqué à mettre en œuvre, parce que ça n'a jamais été fait nulle part. C'est bien de temps en temps que la France puisse inspirer des innovations, à la fois pour elle-même et puis pour d'autres pays européens. Mais vous savez, la Banque de la démocratie peut être à la politique, ce que la Banque publique d'investissement est à l'entreprise. On a des fonds publics qui sont garantis par la Caisse des dépôts, et c'est ainsi qu'on peut financer. Mais là, par exemple, totalement sur ce sujet, vous ne pensez pensez pas être déconsidéré par la majorité, par le gouvernement? Moi, je pense que tout est rapport de force. Mathématiquement, le rapport de force, il est quand même assez léger à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a 315 députés LREM, il y a 47 députés MoDem, mais je pense qu'il n'y a pas que le numérique qui compte dans la vie, il y a aussi des possibilités d'inspiration. Et il faut que ce débat, on le mette devant l'opinion publique, en disant est-ce que oui ou non, vous souhaitez que demain, il y ait une transparence totale dans le financement des partis politiques. Donc vous seriez, et des campagnes par exemple, électorales. pour un référendum Mais on pourrait le passer. Quel sujet? On pourrait le passer, parce que la révision constitutionnelle, soit le Sénat joue le jeu, et à ce moment on parviendra à avoir une révision constitutionnelle, soit le Sénat ne joue pas le jeu, et il faudra qu'on aille au référendum. Si on demande aux Français s'ils sont d'accord pour qu'il y ait moins de parlementaires, pour qu'il y ait un Parlement plus puissant, plus efficace, plus de proportionnel pour que toutes les sensibilités du pays puissent être représentées, comme ça votre bulletin de vote, quelle que soit votre sensibilité,
il sera effectivement représenté à l'Assemblée nationale. Sur de tels sujets, vous souhaitez prendre l'opinion à partie. Et vous estimez que le gouvernement n'écoute pas assez les électeurs sur de tels sujets? Moi, je pense que le gouvernement, sur la révision constitutionnelle, il a un devoir, c'est de trouver un accord avec le Sénat. C'est bien, c'est son devoir. C'est normal, une révision constitutionnelle doit être votée dans les mêmes termes à l'Assemblée et au Sénat. Nous, notre devoir, c'est pas de nous entendre avec le Sénat, c'est d'être le reflet des attentes de l'opinion publique. On ne peut pas se contenter d'avoir 40% de vote extrême au premier tour de l'élection présidentielle, d'avoir des pays comme l'Italie qui basculent dans des révolutions démagogiques et ne rien faire chez nous en se disant que ça peut continuer encore comme ça pendant quelques décennies. La loi sur le non-cumul des mandats, par exemple, en fait, avec ce qui est proposé dans la loi, dans le texte, on comprend que ça n'aura d'incidence qu'à partir de 2032, par exemple. C'est quelque chose qui ne nous convient pas et que forcément on va amender. Et là aussi, on prendra l'opinion publique à témoin. Parce que quel est l'objectif? La promesse du président, c'était de dire pas plus de 3 mandats successifs dans le même mandat. Ce qui paraît d'ailleurs assez logique. On est là pour assumer des missions et pas pour durer indéfiniment. Voilà. Dans l'accord avec le Sénat, que le gouvernement recherche, les sénateurs, évidemment, disent 3 mandats de plus, monsieur le bourreau. Et il n'y aurait que le mandat en cours qui serait pris en compte dans les 3 successifs. Nous, on dit non, il faut que l'ensemble des mandats soient pris en compte. Sinon, on va dire quoi à l'opinion publique? Nous, on a été élus pour faire le renouvellement, mais le renouvellement, on le fera qu'après nous. Mais ça, vous me le dites à moi sur ce plateau, mais dans la réalité, dans le débat, vous n'êtes pas entendu sur tous ces sujets? Si, parce qu'on le dit au gouvernement, on le dit à l'Assemblée. Oui, et là, pour le coup, si vous voulez qu'on parle de numérique, il faut 3/5 pour voter devant le Congrès. Et pour une majorité simple, LREM n'a pas besoin du modem. Pour une majorité qualifiée, LREM aura besoin du modem. Donc, ce que vous dites, c'est par exemple, devant le Congrès, pour la révision constitutionnelle, vous êtes capable, entre guillemets, de lâcher le gouvernement si la réforme constitutionnelle ne contient pas ces termes que vous voulez, notamment sur la moralisation de la vie publique? Mais nous, on ne procède pas par menace. Non, sans parler de menace, mais on sait très bien qu'au sein du gouvernement, il y a des gens qui savent compter, savent même très bien compter. Donc vous n'avez pas besoin de menacer. Il faudra s'accorder avec le mouvement démocrate. Mais ça serait un geste fort quand même si vous ne souteniez pas le gouvernement sur cette réforme constitutionnelle, par exemple. Moi, je le vois difficilement. C'est possible. Je le vois difficilement prendre le risque de s'aliéner une partie de la majorité, en l'occurrence le mouvement démocrate, parce que, vous savez, les partis uniques, la gauche a essayé, la droite a essayé, ça n'a jamais marché. Et ce n'est pas du tout la volonté du président de la République de poser LREM comme parti unique. Et puis je vois difficilement aussi notre pays s'éloigner d'une attente très forte de l'opinion. On parlait de cette banque de la démocratie, vous l'avez dit, notamment pour les plus petits candidats, ou en tout cas les candidats qui n'ont pas forcément les faveurs des banques, comme le Front National. Est-ce que l'argent pose aujourd'hui problème dans le fonctionnement de notre démocratie? Oui, évidemment. Évidemment. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se placer en indépendance par rapport aux puissances de l'argent. Et il faut que, de ce point de vue-là, on soit éloigné de toute tentation. Vous aurez toujours des risques de corruption, vous aurez toujours des corrompus, comme dans n'importe quel modèle. Mais aujourd'hui, ça fait très mal, parce qu'une affaire de corruption, c'est un bonus immédiatement donné au Front National. Et donc, ce qu'on fait là, c'est à la fois notre éthique. On considère qu'il faut moraliser la vie politique. Mais je pense qu'on défend aussi la démocratie en évitant que les extrêmes ne montent. Alors sans parler de corruption, sans aller jusque-là, il y a les affaires concernant le financement de campagne d'Emmanuel Macron. J'imagine que vous avez suivi ces révélations de France Info notamment. Ce ne sont pas des affaires, ce sont des demandes de ristourne. Oui, il y a des éléments qui sont quand même assez clairs, factuels. Oui, enfin, on constate que tous les candidats, et c'est d'ailleurs assez heureux, se sont efforcés de faire des appels d'offres. Ce qui était une grande nouveauté. Les partis politiques, avant, faisaient un peu n'importe quoi, travaillaient en demandant des devis à des copains. Là, ils ont fait des appels d'offres. Et ils ont demandé à faire baisser les prix. Moi, je trouve ça assez simple, parce qu'après tout, une campagne électorale, c'est de l'argent public qui les finance. Donc si on peut en dépenser un peu moins, c'est mieux. Oui, mais enfin, quand on voit par exemple les relations que peut avoir Emmanuel Macron avec certains, notamment propriétaires de salles, de spectacles, certains dirigeants de sociétés d'événementiel, ça pose la question de l'égalité sur la ligne de départ lors d'une élection présidentielle. On a vu sur des prestations très similaires, par exemple du candidat socialiste Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron, obtenir des ristournes énormes par rapport à ces J'entends ce que vous dites. Candidats. Ça pose problème, ça. Le risque, c'est quoi ? Ce serait que quelqu'un qui a fait le meilleur prix possible dans le cadre d'une campagne électorale l'ait fait en espérant une contrepartie. Je ne sache pas qu'il y ait eu de contrepartie.
Et donc c'est la démonstration par les faits Sans aller et par la jusqu'à la pratique. contrepartie, il y a quand même des lois voilà, qui expliquent que les prestataires ne peuvent pas faire d'offres généreuses avec des candidats dans une démocratie à l'élection présidentielle. Or, on voit par exemple des mails où des personnes du parti La République En Marche disent « Merci pour votre générosité ». Les mots, pour le coup, ont un sens. Ce que prévoit la loi, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. En l'occurrence, il n'y a aucun prestataire de la campagne présidentielle qui a vendu à perte. Donc je pense que c'est une polémique où on cherche la paille dans l'œil d'Emmanuel Macron pour éviter de voir les poutres qu'il y avait chez un certain nombre d'autres candidats. Et Emmanuel Macron qui a cette image de président des riches qui lui colle à la peau, est-ce que ces soupçons, justement, peuvent parfois être justifiés quand on voit son rapport avec des puissants? Alors, moi, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a eu, je pense, une erreur au début de cette législature, c'est d'avoir pris le risque de réformer l'ISF. J'étais contre, je l'ai exprimé d'ailleurs à l'Assemblée nationale, je considérais qu'il valait mieux baisser massivement les charges salariales. C'est la base de cette image de tous les problèmes de Emmanuel Macron aujourd'hui. L'ISF, ça ne représente pas grand-chose d'ailleurs dans le budget de l'État. Un mandat complet? En fait, il y avait eu le bouclier fiscal pour Nicolas Sarkozy, et là, je pense que la réforme de l'ISF, dès le début du quinquennat, n'était pas la mesure la mieux inspirée. C'est à nous désormais de montrer que dans le cadre d'une réforme totale de l'impôt en France, on est capable de baisser les impôts des classes moyennes. Parce que l'enjeu, finalement, ce n'est pas celui des étiquettes, savoir si on est président des riches, des moins riches, des pauvres, c'est de savoir si, pour la classe moyenne dans ce pays, on est capable de baisser massivement les impôts. Parce qu'on vit dans un pays où il y a 57% de dépenses publiques par rapport au PIB et qu'on a des impôts confiscatoires. Les gens qui se lèvent le matin et qui voient qu'un jour sur deux dans la semaine, ils travaillent pour l'État, forcément, ils ne peuvent pas durer très longtemps. On va parler de cette politique sociale, mais qu'on voyait qu'il y a également juste un mot sur une autre affaire, celle du secrétaire général de l'Élysée. Une enquête a été ouverte par le parquet national financier. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a un risque que finalement cette gouvernance finisse entachée par des affaires comme les autres? Alors moi, je ne crois pas du tout, d'abord parce que je connais à la fois Alexis Kohler et sa moralité. Ce que je pense, c'est que ça nous pose une question de code de déontologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir avoir des élus et avoir des hauts fonctionnaires qui ne font pas que ça de leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont parfois travailler dans le monde de l'entreprise et quand ils reviennent à la politique, qu'on leur reproche. Et c'est ça le vrai sujet. Donc je comprends qu'il puisse y avoir une polémique politique de la part de toutes les oppositions. Parfait. Mais ce qui compte surtout, c'est que demain, on définisse des règles qui permettent de faire des allers-retours entre le public et le privé, sans, au moment où on revient dans le public, se voir immédiatement accusé d'y représenter les grands intérêts. On parle de la politique sociale du gouvernement à présent. Est-ce que l'exécutif, vous trouvez, s'occupe suffisamment des plus démunis? Est-ce qu'il ne serait pas temps, peut-être maintenant, de donner des gages aux plus faibles? Alors moi, je pense qu'une politique sociale, c'est évidemment s'occuper de ceux qui sont vraiment au bord du chemin. Est-ce qu'il y a des oubliés aujourd'hui dans la politique qui est menée? Moi, je pense que les oubliés de la politique sociale dans notre pays, c'est la classe moyenne. Parce que c'est l'honneur d'un pays de s'occuper des plus fragiles, mais une politique sociale, en fait, il ne faut pas l'orienter avec des déclarations de plateau télé sur le misérabilisme. On a fait un vrai travail en augmentant l'allocation adulte handicapé, en augmentant les petites retraites. Donc ça, ce travail, il a été fait dès l'arrivée dans le quinquennat. Mais désormais, une politique sociale, on doit la bâtir sur la possibilité de donner de nouvelles chances à toute la société. Et le vrai rendez-vous, il est sur le budget 2019. C'est-à-dire, est-ce que l'État est capable de se réformer pour qu'on baisse massivement l'impôt, pour que, quand on travaille, on n'ait pas le sentiment que l'État nous pique la moitié de ce qu'on gagne? Ça, c'est le premier élément. Et puis surtout, quand on n'a pas de travail, qu'on est au chômage et qu'on aurait la possibilité de rebondir, il y a une vraie différence entre ce qu'on gagne en travaillant plutôt que ce qu'on gagne avec des allocations. Donc, si votre question est « est-ce qu'il faut augmenter encore et tenter plus les allocations sociales ?», la réponse est non. Il faut que ces allocations sociales, elles soient un investissement pour rebondir vers le travail. Sur ce sujet, Emmanuel Macron a été assez clair. On l'a vu dans cette vidéo qui a été largement diffusée par l'Élysée, où il dénonce le pognon de dingue dépensé dans la politique sociale en France. Est-ce qu'un président devrait dire ça? Est-ce qu'un président ne devrait pas faire un peu plus attention à ses déclarations quand même? Dans la forme, on peut toujours discuter, mais il faut pouvoir prendre l'opinion à témoin. Et de ce point de vue-là, il a assez bien réussi les choses. La question, c'est quoi? On met 50 milliards aujourd'hui dans l'aide sociale. D'abord, il y a un certain nombre de gens qui ont des difficultés, qui sont en détresse et qui n'en bénéficient même pas.
C'est-à-dire qu'il y a certains départements où il y a la moitié de ceux qui pourraient avoir le RSA qui ne l'ont pas parce qu'ils n'ont même pas pu le demander. Donc ça, en soi, c'est un scandale social et il faut ouvrir des droits réels à ces personnes qui sont les plus fragiles dans notre pays. Et puis après, c'est de se dire quoi? Que dit le président de la République? Il dit quel est le rendement social de l'argent public. Quand on apporte une aide sociale, on fait un investissement, on ne fait pas la charité. On ne dit pas aux gens, bah tiens voilà, on vous donne quelque chose pour que vous restiez dans votre boîte. L'argent public consacré au social, c'est la possibilité de rebondir et de s'émanciper. Mais au-delà de ça, vous êtes un fin observateur de la vie politique. Est-ce que vous n'y voyez pas aussi une volonté du président de la République de ratisser à droite pour affaiblir la droite, histoire de ne pas avoir d'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans la politique politicienne sur de tels sujets? Oui, mais vous ne pouvez pas vous empêcher, je le comprends, parce que vous aussi, vous êtes un fin observateur de la politique, de revenir dans un cadre de réflexion entre droite et gauche. C'est précisément ce que les Français ne veulent plus. Est-ce que c'est de droite ou de gauche de dire que demain, ces sujets-là sont de droite quand même. On doit baisser massivement l'impôt pour que les gens qui travaillent puissent mieux bénéficier des fruits de leur travail? Et est-ce que c'est de droite ou de gauche de dire que oui, je peux vous le dire, ça c'est quand on donne de l'argent social aux gens qui sont en difficulté, il doit leur servir à être moins en difficulté plutôt que juste maintenir le nez au-dessus du niveau de l'eau. Sur la forme, parce que vous en avez parlé, c'est ce mode de communication disruptif, est-ce que cette vidéo soigneusement diffusée par l'Élysée, filmée un peu comme si c'était un enregistrement en caméra cachée, qui nous rappelle d'ailleurs d'autres personnes, est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse? Est-ce que Emmanuel Macron n'en fait pas trop sur la communication? Je crois que personne... Et c'est pas pour masquer peut-être le fond? Personne ne doute que de toute façon, il y avait une volonté. En l'occurrence, c'est son attaché de presse qui on voit les sur coups, les réseaux alors il a un sociaux. peu arrêté. On sait qu'au début du quinquennat, il se déguisait beaucoup, il portait tous les uniformes possibles et inimaginables. Est-ce que c'est ça vraiment qui est attendu? Est-ce qu'à un moment, on n'en fait pas trop là-dessus? Moi, je pense qu'à un moment, on a perdu le lien avec l'opinion. C'était l'automne dernier, parce que le président de la République ne parlait pas assez. Donc, en l'occurrence, il faut que ce soit lui dont partent les impulsions, et c'est bien qu'il se soit mis à parler sur sa vision de ce qu'est être une action sociale dans notre pays. Il ne parlait pas assez, mais il se montrait beaucoup, il faisait de la com quand même. Mais après, dans la forme, vous savez, si vous venez au journal de 20h, comme c'était le cas il y a 40 ans, pour expliquer ce qu'est votre vision, je ne suis pas sûr que vous soyez très entendu. Aujourd'hui, il faut pouvoir utiliser les réseaux sociaux et de temps en temps faire passer des messages qui sont comme ça plus disruptifs. Eh ben, on va en parler des réseaux sociaux, puisque c'est les questions des réseaux sociaux tout de suite. Comment vous réagissez quand vous voyez qu'un bateau avec à son bord plus de 600 migrants, dont des femmes enceintes, de nombreux mineurs, des enfants en bas âge, eh bien, tous les pays européens se renvoient la balle pour ne pas l'accueillir sur leur côte? Moi, je suis extrêmement gêné comme citoyen et comme député. Parce que je crois que là, la parole de la France, ça aurait été de dire « nous sommes prêts à les accueillir ». On aurait pu le faire en Corse, d'ailleurs. Après, si l'application du droit maritime, c'est plutôt de les envoyer en Espagne parce que c'est plus facile d'aller à Valence que d'aller en Corse, on peut l'entendre. Mais enfin, parce que l'Espagne est le seul pays à avoir répondu, simplement. On n'a pas entendu la France. Oui, non, en l'occurrence, c'est parce qu'ils étaient effectivement plus près, que c'était plus facile dans les routes maritimes d'aller à Valence. Mais pour autant, nous aurions dû dire que, au cas où d'autres pays ne les accueilleraient pas, nous avions le devoir et la possibilité de le faire. Après, la vraie question qui se pose, c'est comment on porte la charge d'humanité à l'échelon européen. C'est un autre débat, mais la première étape, c'était l'urgence humanitaire quand même de ces migrants et de cette ONG qui nous alertait qu'il n'y avait plus de vivre à bord, que c'était une question d'urgence. Mais je vous ai répondu, on aurait dû répondre positivement à cette urgence. Mais je pense que ce qu'il fallait faire d'abord, comme vous le dites, c'est, il y a 3 ans, avoir un accord européen d'accueil et de prise en charge de ces migrants. Est-ce que vous jugeriez, vous aussi, que le silence de la France est un silence coupable sur cette affaire? Moi, je pense que c'est un silence gênant. Notre devoir, c'était de porter haut les valeurs européennes, qui sont des valeurs d'accueil et qui sont les valeurs du droit d'asile. En l'occurrence, j'entends bien ce qu'a pu penser le gouvernement. C'est-à-dire ne pas envoyer un signal qu'aurait été attirer encore plus de migrants. Mais là, il y avait un devoir humanitaire d'urgence.
Juste un mot, est-ce que l'Italie a raison de demander des excuses à la France après les propos du porte-parole du gouvernement sur le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien? Non, parce que la parle France... comme ça de ses homologues. Mais la France a rappelé à l'Italie ce qu'est le droit international. Et c'est pas parce qu'on se fait élire en se disant d'extrême gauche, mais en expliquant qu'on va foutre les migrants dehors, qu'on a le droit de se dispenser du droit international. Juste une dernière question, est-ce que le MoDem aura sa propre liste aux européennes? Aujourd'hui, on est plutôt orienté vers une liste LREM MoDem, ce qui serait logique parce que ce serait la grande liste des Européens. Vous parliez de rapport de force tout à l'heure, est-ce que ce serait pas moyen de peser pour le MoDem? En l'occurrence, le rapport de force qu'on doit avoir, c'est pour savoir quelle Europe on construit. Parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans l'Europe et quand on tient comme nous, on tient à l'Europe. Pourquoi le MoDem ne porterait pas sa propre voix, quitte après évidemment à s'allier avec La République En Marche? Mais si demain on peut avoir plus de puissance, parce qu'on a plus de députés français qui sont franchement pro-européens, quand l'Italie sombre, quand l'Espagne est en difficulté, il faut qu'on puisse représenter la voix de notre pays. Merci beaucoup Patrick Mignola d'avoir été mon invité. Tous vos replays sur tlm.tv et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Face à Face. Très bonne semaine.